Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon amie Nicole Lasserie. Bonsoir Nicole. Bonsoir Yardena, bonsoir. Merci Nicole d'être avec nous. Ce soir, C'est tu un vas nous plaisir parler pour moi. sur, euh, ce soir, tu vas nous parler sur l'optimisme et la résilience. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Nicole. Bonjour, bonjour à tous et merci d'être là pour m'écouter sur un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité. On parle de résilience, on parle d'optimisme. C'est deux thèmes qui accompagnent, qui nous accompagnent actuellement, bien entendu, avec tous les événements que l'on vit. Nous avons besoin de résilience et nous avons besoin d'optimisme. On dit que le peuple juif, c'est un peuple résilient, bien entendu. Et maintenant, ce soir, je vais vous parler de résilience et d'optimisme. Et on va aussi rentrer dans les stratégies d'adaptation qu'un individu va pouvoir donner face aux événements difficiles qu'il rencontre dans la vie. Tout d'abord, c'est quoi la résilience? Donc la résilience, c'est la capacité de faire face ou à s'adapter aux changements provoqués par un événement aversif ou menaçant. Donc, on voit dans cette définition qu'il y a deux dimensions. D'abord, pour parler de résilience, eh bien, on a besoin d'un contexte qui est aversif, qui est douloureux, hein. Il faut que le contexte soit traumatisant. Et d'un autre côté, il y a le contexte de difficulté, mais pour parler de résilience, eh bien, il faut qu'il y ait une réponse de l'individu. D'un côté, il y a le contexte aversif, traumatique, et de l'autre côté, il y a la réponse. Et pour qu'il y ait de la résilience, il faut qu'il y ait les deux. Une réponse de résilience, c'est aussi une réponse dans laquelle l'individu va pouvoir donc faire face à la difficulté. Il va devoir aussi s'adapter, il va devoir aussi donc rebondir, il va pouvoir aussi intégrer et résister donc à ce contexte douloureux. Mais maintenant, la personne qui va vivre ce moment difficile, eh bien, c'est lui qui doit choisir quelle réponse donner à ce contexte douloureux. Donc, pour parler, en résumé, pour parler de résilience, on a besoin de deux choses. Un contexte douloureux et traumatisant et aussi une réponse aidante et adaptative que l'individu va donner à ce contexte. Donc, la réponse, c'est ce qui va faire donc la résilience. Le psychologue Boris Cyrulnik a beaucoup parlé de résilience, lui-même ayant vécu des moments très douloureux, il a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la définition que Boris Cyrulnik donne de la résilience, c'est la notion de se remettre en développement quand ce développement a été suspendu, il a été figé à un événement qui a pu être traumatisant. Donc, c'est une remise en mouvement après un moment douloureux. Donc, ça, ce sont des définitions de la résilience. Les deux sont intéressantes et on choisit celle que l'on préfère et qui nous correspond le plus. Mais la question que l'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs et les choses qui aident, qui facilitent une réponse de résilience. Donc, euh, on va voir les facteurs protecteurs de l'individu. Les facteurs protecteurs de l'individu, c'est comme un airbag en quelque sorte. Quand on est dans une voiture, eh bien, on a un airbag, c'est ce qui va nous protéger des chocs. Eh bien, les facteurs protecteurs, ce sont des facteurs qui vont faciliter la résilience. Donc, il y en a quelques-uns, je vais les énumérer, je vais vous dire, vous expliquer ce que sont chacun de ces facteurs. Tout d'abord,
on a le sentiment d'auto-efficacité. Alors, j'aimerais préciser que ce sont des facteurs protecteurs que l'on doit donc apprendre à développer tout au long de notre vie pour pouvoir donner une réponse de résilience en cas de difficulté. Plus on va développer ces facteurs-là, ces compétences, et plus on va être protégé. Donc, le premier qu'on pourrait voir, c'est donc le sentiment d'auto-efficacité. Comme son nom l'indique, c'est le fait d'avoir confiance dans ses compétences, dans ses ressources pour atteindre un objectif. Et ça, c'est un travail qui se fait donc en amont. Hein, on apprend ça aux enfants, on apprend ça au fur et à mesure, de développer sa confiance en soi et de puiser dans ses propres ressources. Et une fois qu'on a ce sentiment d'auto-efficacité, eh bien, on peut être protégé en cas de difficulté. On sait qu'on a confiance en soi et on sait qu'on pourra rebondir. Donc, j'ai des ressources et des capacités en moi et je suis confiant en moi pour avancer, pour atteindre un objectif. Plus on va développer la confiance en soi et plus on aura des facilités de résilience. Le deuxième facteur protecteur de l'individu, c'est ce qu'on appelle les émotions agréables. Quand on traverse des moments difficiles et que ça nous emmène à nous isoler, à broyer du noir en quelque sorte, à arrêter de faire des activités agréables, cet événement douloureux va occuper toute la place dans notre vie. Donc ça va finalement nous happer vers le bas et on ne va pas avoir les capacités de faire quoi que ce soit. Mais si on garde des espaces ressources pour continuer à avancer. Et plus on va savoir que la vie, elle a quelque chose d'agréable, elle a un côté agréable, qu'on a vécu des événements aussi agréables, et bien c'est sur ces événements-là qu'on va pouvoir se raccrocher pour pouvoir donc rebondir et se protéger contre l'adversité. Donc, les personnes qui gardent des affects positifs, hein, des émotions agréables, que ce soit donc au niveau relationnel, avoir des amis, entretenir son relationnel ou des activités agréables, ce sont des gens qui vont avoir des réponses plus faciles et plus fréquentes de résilience. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième, donc, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, eh bien, c'est connaître sa propre valeur. C'est un facteur très important de résilience. Plus on va développer l'estime de soi et plus on va pouvoir donc avoir cette capacité de résilience, cette capacité de rebondir après une épreuve. Alors, en effet, les événements douloureux peuvent impacter notre sentiment de valeur personnelle et la relation que l'on entretient avec soi-même. Hein. Si on a une estime positive de soi-même, cela va permettre de ne pas se remettre en question et de ne pas activer des schémas du type ben, je suis nulle et je ne vaux rien. Donc, toutes ces phrases-là qui sont dévalorisantes, hein, qui sont disqualifiantes, c'est ce qu'on appelle donc un facteur de vulnérabilité. Et quand on traverse un moment difficile, un moment douloureux, quel qu'il soit, eh bien, non seulement je vis cet événement difficile, quelque chose de douloureux, mais en plus de ça, si on se dévalorise, eh bien, on va s'en vouloir, on va se critiquer, on va se culpabiliser. Et je me dis que je suis nulle. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle une double peine. Non seulement j'ai l'événement qui est douloureux que je dois traverser, mais en plus de ça, eh bien, je me fais du mal à moi-même et je me critique et je ne fais pas attention à mon estime de moi-même. Donc, c'est important de développer l'estime de soi qui est un facteur protecteur important. Et plus on va développer ces facteurs et plus on va être solide
et on va avoir des ressources pour pouvoir donc traverser ces moments difficiles. Le troisième facteur, c'est la satisfaction de vie. C'est le fait d'être satisfait de sa vie. Ça donne une réponse de résilience pour traverser l'événement. Avoir une vision positive de la vie, donc de repérer, de se rappeler qu'il y a des moments dans notre vie qui ont été agréables, qui sont agréables, eh bien, ça va nous aider donc à surmonter ces difficultés et ne pas être entraîné dans un cercle vicieux de douleur, en fait. Et donc, ça va nous aider à rester accrochés aux choses positives de la vie. Le quatrième facteur, qui n'est pas des moindres, c'est le soutien social. Donc, le soutien social, c'est un facteur qui contribue le plus à la résilience. Avoir savoir, savoir qu'on peut s'appuyer donc sur des personnes, sur des ressources sociales, vivre dans une communauté. La plupart du temps, nous avons des communautés, hein, on peut se tourner vers ce soutien social pour traverser des périodes de difficulté. On le voit, quand une personne est en difficulté, traverse des moments très difficiles, tout le monde se mobilise, tout le monde prie, tout le monde fait excusez-moi, fait des choses, des prières, se manifeste, aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit des aides financières, que ce soit des aides à tous les niveaux. Et ça, c'est quelque chose de très important, ce soutien social. Et donc, ça peut nous aider aussi à avoir un sentiment donc, de repère, le fait d'appartenir à une communauté, euh, surtout quand notre environnement est en crise et en changement. Et ça peut aussi nous aider à être réassurés, hein, à apaiser nos émotions, d'avoir des amis autour de soi, des amis, des parents autour de soi, et tout le temps qu'on partage donc avec nos amis. Ça peut aussi nous aider à changer notre vision des choses. Le fait de partager nos émotions et ce qu'on a vécu, ça peut permettre donc de changer notre perception. Le sixième facteur, c'est l'optimisme qu'on développera tout à l'heure. C'est un facteur extrêmement important et même le plus important pour répondre à une réponse de résilience. Donc ici, on a six grands facteurs qui ont facilité la réponse de résilience. Je les répète rapidement. Il y a donc, premièrement, l'auto-efficacité, hein, le fait d'avoir confiance en ses capacités et en ses ressources. Et ça se travaille de manière permanente avec un travail personnel, avec savoir qu'on a des ressources et qu'il faut s'en servir. Le deuxième, ce sont les affects positifs, développer les émotions agréables avec différentes stratégies. Troisième, l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, on l'a vu, c'est avoir confiance en soi, mais aussi, c'est comment je peux avoir de l'empathie à mon égard, hein, pour pouvoir, accepter ma partie vulnérable quand je traverse un moment difficile, hein. Comment je peux avoir de l'apaisement, de l'acceptation de moi. Quand on traverse des moments difficiles, on est triste et on a cette partie qui est vulnérable et qu'il faut accepter. Et donc ça, c'est de l'autocompassion. Le quatrième, c'est la satisfaction de vie. Le sixième, c'est le soutien social, c'est chercher les personnes qui sont importantes pour vous. C'est très important de connaître ce qu'on appelle son équipe de soutien, savoir quels sont nos amis, quelles sont les personnes qui peuvent nous venir en aide et de quelle manière ils peuvent vous aider. Et le sixième, c'est l'optimisme.
Donc ça, ce sont les 6 facteurs les plus importants, mais on peut en rajouter d'autres, et il y en a d'autres. C'est pas une liste vraiment bien définie. On rajoute une qui est extrêmement importante, euh, que je considère la principale d'ailleurs en ce qui me concerne, c'est la spiritualité. Voilà, la spiritualité, c'est un facteur très important de résilience. C'est le fait d'avoir une vie spirituelle, hein, une vie, c'est des croyances spirituelles, un engagement spirituel, c'est un facteur de protection. Elle peut donner un sens aux épreuves de la vie, hein, quand on, on- on rencontre, on vit quelque chose de douloureux, eh bien, on se dit c'est une épreuve que Dieu nous a envoyée, c'est une épreuve divine. Et ça permet parfois, et même souvent, d'apaiser certaines angoisses et pouvoir donc traverser ces moments douloureux. Savoir que Dieu nous envoie des épreuves et que ces épreuves-là, eh ben, ils ne viennent pas par hasard. Et qu'est-ce que l'on peut donc en tirer de cette épreuve? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette épreuve? Et le huitième, qui est aussi très important, c'est la gratitude, hein, le fait de reconnaître et de cultiver un regard appréciatif sur ce que l'on a et sur ce que l'on reçoit, eh bien, permet de mieux traverser les phases difficiles. Savoir dire merci à ce que l'on a, et ça, c'est un travail quotidien. Euh, Apprécier les choses, apprécier les petits moments, toutes les choses positives qui sont dans notre vie et qui sont très importantes. Ce sont des événements, ce sont des petites choses qui vont nous aider, tout ça, à traverser ces moments douloureux. Donc, les deux qu'on a rajoutés, donc la spiritualité et la gratitude. Alors, la résilience est aussi associée à une vision du monde qui permet donc l'intégration de l'événement dramatique. Si on a une vision très rigide de la vie, eh bien, le moindre événement va faire un problème. Et si on a une vision souple, elle va permettre d'accepter le changement, l'incertitude. On sait qu'il y a, la vie, elle n'est pas logique, hein, il n'y a pas de logique. Et à tout moment, eh bien, tout peut changer, hein, on l'a bien vu malheureusement. Et le côté dramatique va être plus simple va être plus simple d'intégrer les événements douloureux. Et c'est pour ça que il faut apprendre à avoir une certaine flexibilité euh, face à notre vision du monde et savoir que euh, tout n'est pas, déterminé, tout n'est pas logique. Et plus on va être souple, et plus on va être flexible, et plus on va pouvoir euh, être, être résilient et pouvoir traverser ces moments compliqués. Une petite métaphore sur la résilience qui montre que être, être, être comment dirais-je, être résistant, ça va pas aider à la résistance, ça va aider un petit peu à la résilience, mais ça peut poser un problème. C'est une petite métaphore c'est quand à une certaine époque on construisait des voitures avec un matériau très très solide parce qu'on pensait bien entendu que plus la voiture elle était solide, elle était blindée en quelque sorte, hein, et plus on allait résister au choc. Et donc on a compris que donc c'était contre-productif et car quand on a un choc, quand on reçoit un choc avec une énergie très importante,
eh bien, la structure ne va pas se déformer, puisque la structure, elle est très, très dure. Mais elle va transmettre toute l'énergie, d'accord, aux objets qui sont à l'intérieur. Et donc, ça va donc être traumatisant pour les gens qui sont à l'intérieur de la voiture. Donc, plus la voiture, elle va être résistante, solide, et plus le choc va impacter les passagers qui sont à l'intérieur de la voiture. Et donc, par la suite, on a construit des voitures en caoutchouc, pas en caoutchouc, mais en métal souple, hein, en plastique, oui, avec des matériaux qui vont se déformer. Et quand on a un choc, un impact avec une énergie très forte, la voiture qui est en plastique, elle va digérer donc cette énergie du choc en se déformant. Si bien qu'elle va protéger donc les passagers en digérant une partie du choc. Et donc les passagers, ils auront une transmission d'énergie qui va les secouer, d'accord, mais qui sera très dirigée digérée par la déformation du véhicule. Donc la résilience, cette petite métaphore pour vous montrer que plus on va être souple, et la résilience, c'est pas uniquement de la résistance, être fort hein, quand on rencontre un moment difficile, qu'on traverse des périodes compliquées. Être fort, tenir et faire face, c'est une manière d'être résilient, mais elle peut aussi avoir des limites. La résistance, donc à court terme, ça peut être adaptatif quand les événements enclenchent des émotions fortes, mais s'ouvrir à une part de vulnérabilité et lâcher donc des stratégies défensives. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans des moments difficiles, c'est bien de se montrer fort, effectivement, mais à un moment donné, il faut accepter donc ma vulnérabilité. Je suis vulnérable, effectivement, car quand il y a un événement qui me déstabilise, donc il faut arriver à accepter de rencontrer la partie vulnérable qui est en moi et qui souffre. Et pourtant, c'est aussi une partie de moi. Et ne pas refouler cette partie qui souffre et faire comme si de rien n'était et se dire, voilà, je suis fort, je peux affronter. Non, je souffre et j'ai cette partie vulnérable qu'il faut entretenir. Donc, en résumé, on a vu donc quelques définitions donc, de la résilience. Et ensuite, on a passé en revue donc les facteurs protecteurs qui vont faciliter la résilience. Ça, c'était la première partie, donc en ce qui concerne la résilience. Maintenant, la deuxième partie, c'est quand on parle donc de résilience, eh bien, on va parler de stratégie d'adaptation. C'est quoi une stratégie d'adaptation? C'est ce sont des stratégies qui vont nous aider à traverser ces difficultés. Alors, il y a certaines personnes qui, face à une difficulté ou à un stresseur, donc, peuvent avoir des difficultés et d'autres pas du tout. Si je vous donne un exemple, une personne qui est licenciée ou quelqu'un qui a construit une entreprise et qui fait faillite peut tomber en dépression et être complètement déprimé. Et puis un autre, dans ce même contexte, eh ben, ne tombera pas en dépression et arrivera à surmonter cette épreuve. Donc, il peut prendre cette personne, cette deuxième personne peut prendre cette faillite, ce licenciement, cette rupture comme une opportunité et se poser des questions et qu'est-ce qui explique donc la différence entre quelqu'un qui va baisser les bras en quelque sorte et un autre qui face au même événement, eh bien, ce sont les stratégies d'adaptation qu'il met en place.
Par exemple, si une personne elle est licenciée, donc la personne elle va donc avoir tendance à rester chez elle, à ruminer, à se demander pourquoi elle a été licenciée, pourquoi elle est nulle, pourquoi elle est incapable. Et donc, par conséquent, elle ne va pas trouver d'activité agréable pendant toute cette période de transition. Et elle ne va pas voir ses amis parce que donc elle se sent coupable ou honteuse d'avoir eu cette difficulté. Quand je parle de licenciement, ça peut être n'importe quelle difficulté, que ce soit professionnelle ou personnelle. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être des difficultés avec les enfants, ça peut être n'importe quoi. Donc, elle va se dire qu'elle va, donc en ce qui concerne le milieu professionnel, donc elle va éviter de chercher un emploi parce qu'elle se sent nulle, elle se dévalorise et elle vit ça, donc elle vit ce licenciement comme un échec. Et donc, elle se dit qu'elle a une estime de soi et une confiance très faible, donc elle ne va pas mettre en place des stratégies actives de recherche d'emploi. Donc, elle va rentrer dans un espèce de cercle vicieux qui va l'emmener malheureusement à ne rien faire et à baisser les bras et à stagner dans sa situation en attendant qu'elle retrouve autre chose, mais elle ne fera rien pour le faire. Donc, dans l'exemple, un deuxième exemple, pour une autre personne, donc là maintenant je parle d'une personne donc qui va donc être qui va réagir de manière plus productive. Pour une autre personne, ça sera donc difficile, bien sûr, si elle est licenciée ou si elle vit une rupture amoureuse ou n'importe quel événement difficile. Ça sera difficile, bien sûr, d'intégrer la douleur de cet événement. Il y a toujours la première phase où il y a la douleur, bien sûr, mais elle va passer à l'action. Donc, si elle est en difficulté, si elle souffre, soit elle va consulter quelqu'un, un professionnel, soit elle va parler à des amis, soit elle va être active dans ses demandes, elle va aller chercher donc de l'aide. Dans un premier temps, donc, comme je disais, elle ne va pas tout de suite se remettre à chercher du travail ou à régler son problème. Donc, elle va déjà, dans le premier temps, elle va avoir besoin de digérer donc cet événement. Ça, c'est la première étape. Mais dans un deuxième temps, cette personne ne va pas se laisser abattre. Et une fois que tout le côté émotionnel va être traité, eh bien, elle peut se remettre à chercher un emploi ou elle peut rechercher un autre mari ou elle va donc faire quelque chose de manière active. Et la question qu'elle va se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de la suite de ma vie ou de ma carrière. Et donc, ici, elle va avoir une réponse de résilience parce qu'elle va réagir par rapport à cet événement. Donc, il y a les stratégies d'adaptation que l'individu va mettre en place par rapport aux événements difficiles et qui vont l'aiguiller dans une direction qui est soit, dans le premier exemple, soit aidante, comme la personne qui va chercher du travail et qui va bouger, et soit limitante si la personne, donc, elle baisse les bras et elle se laisse complètement aller. Alors, quelles sont les stratégies d'adaptation? Parce qu'il y a des stratégies d'adaptation qui sont aidantes et qui sont limitantes. Donc, on va les voir. Et il y a deux choses qu'il faut savoir et qui est important de savoir quand on rencontre une difficulté. Ça peut être une très grosse difficulté ou des difficultés avec des enfants, des difficultés un conflit de couple, un conflit, n'importe quelle difficulté. Il faut savoir qu'il y a deux grands leviers.
il y a ce qu'on appelle la réalité extérieure, hein, et la réalité intérieure. C'est quoi la réalité extérieure? C'est je peux apprendre en ce qui concerne la réalité extérieure, quand il m'arrive quelque chose de difficile, je sais que je peux apprendre de nouvelles compétences pour agir sur le monde extérieur, pour résoudre des problèmes. Et donc, à ce moment-là, on va agir sur le monde extérieur. Voilà. Maintenant, quand on rencontre un problème, on va essayer de le résoudre. Ça, c'est une réalité extérieure. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle la réalité intérieure. C'est ce qui se passe finalement dans notre tête. C'est toutes les pensées que l'on a dans notre tête. Si je me dis je suis nul, c'est une idée qui me traverse la tête. Mais ensuite, on peut se dire, tiens, mais pourquoi j'ai cette pensée? C'est une période difficile, mais voilà, je ne suis pas aussi nulle que ça. Donc ça, c'est une réalité intérieure. C'est la manière dont on va interpréter la situation. Et cette manière d'interpréter la situation, eh bien, on est maître de nos pensées. Donc, on peut changer nos pensées. Donc, à ce moment-là, je me parle à moi-même, hein, pour changer ou influencer mes pensées. Et au lieu de dire, donc, ben, je suis nul, je peux me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Donc, je peux agir sur mon mental au contact aussi de mes émotions. Si par exemple je suis triste si je suis triste parce que j'ai été licenciée, d'accord, et que je me sens coupable, et je peux me poser la question, est-ce que c'est simplement moi qui suis le seul fautif, ou alors il y a d'autres facteurs d'autres facteurs qui ont provoqué cette situation. Donc à ce moment-là, je remets en cause donc mon environnement et je peux influencer mon mental. Je ne suis pas la seule fautive. Donc ça, ce sont deux espaces donc d'action. On peut agir sur la réalité externe, hein, pour que la réalité se rapproche de ce que je peux. Et la deuxième chose, c'est agir sur ma réalité interne pour que ma réalité interne, c'est-à-dire ce que je pense, soit plus en harmonie avec le monde que le monde extérieur me propose. Donc, euh, alors, maintenant, je vais vous présenter les stratégies donc d'adaptation. Tout d'abord, on a la première, il y en a trois, les trois qui peuvent aider. On a tout d'abord, elle est très utile. La première, celle-là, elle va être, c'est pour changer la réalité extérieure, hein. On a, c'est la stratégie de solution. C'est, on a un problème, on va essayer de trouver des solutions. On va d'abord, premièrement, essayer de comprendre la situation. Deuxièmement, on va essayer de trouver une solution. Et troisièmement, on peut prendre des conseils auprès de personnes. Et donc, ces trois choses qui vont nous permettre de trouver des solutions, eh bien, c'est quelque chose qui va agir sur la réalité extérieure. On va trouver des solutions aux problèmes. Oui, ça, c'est les problèmes orientés solutions. Dans chaque problème, on va trouver des solutions. Si, euh, on, si on essaye de résoudre un problème en faisant toujours la même chose et on voit que ça ne marche pas, eh bien, on change notre manière de faire. Mais de toutes les manières, on change notre réalité extérieure. On agit sur la réalité extérieure. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est notre perception. Ça, ici, on va changer la réalité intérieure.
Lorsque la réalité ne peut pas changer, il y a des situations qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça et pas autrement, eh bien, elle nous contraint de nous transformer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va transformer notre perception de cette chose-là. Donc, la première chose, eh bien, je vais accepter la situation. Deuxième chose, je vois la situation sous un autre angle. Hein. On essaye de changer notre perception. Je trouve un sens à la situation. On se dit, bon, je vis cette chose. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel est l'enseignement que je peux en tirer? J'en parle aussi à des proches pour savoir comment ils perçoivent la situation. Si par exemple j'ai un conflit, hein, j'ai un conflit avec quelqu'un, si j'en parle à quelqu'un qui est très proche de moi, elle va peut-être me donner un autre point de vue que je n'ai pas du tout, que je n'ai pas du tout perçu. Donc, on ne peut pas, cette catégorie, on ne peut pas changer la réalité. Dans une rupture, on ne peut pas changer la réalité. Quand on vit une rupture, eh bien, c'est comme ça et pas autrement. Il faut l'accepter. Et puis, après, faire changer notre perception. Pour un licenciement, c'est pareil. Hein. On vit un licenciement où on n'a pas grand-chose à faire que de partir et de changer notre point de vue, apprendre d'autres compétences pour pouvoir retrouver un autre travail. Perdre un proche, c'est pareil. Hein. Phrase de shalom, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, ça va nous aider à changer ma perception de la réalité. Maintenant, une autre stratégie qui va nous aider, c'est le soutien social. C'est se rassurer, demander des conseils et tirer des enseignements. Hein. Ça, c'est tout ce qui concerne le soutien social. On en a parlé dans les facteurs protecteurs, mais c'est aussi une stratégie d'adaptation. Hein. D'amis, s'entourer de conseils, ça nous permet de se rassurer. Un autre qui est aussi une stratégie aidante, c'est la protection. Alors la protection, ça n'agit ni sur la réalité extérieure, ni sur la réalité intérieure, mais ça nous permet de nous protéger quand on traverse des moments difficiles. C'est donc, je ne change pas la situation, je l'accepte. Il y a des moments où la situation elle est tellement compliquée que si on essaye de trouver des solutions, eh bien, on n'en trouve pas, on rentre dans des conflits infinis parce qu'il n'y a pas de solution pour le moment. Donc, il faut attendre, il faut accepter. Et on doit se protéger par ce biais. Donc, je ne change pas la manière de regarder la situation et en attendant, donc, ben, je vais me trouver des activités agréables. Hein. Je fais attention à moi, je vais bien dormir. Hein. J'essaie de bien dormir, de me reposer, bien manger, faire du sport et je continue à avoir des amis, surtout ne pas donc s'isoler. Pourquoi? Parce que la situation ne peut pas changer tout de suite, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on a besoin de temps pour digérer, donc pour intégrer cette situation qui est un petit peu problématique. Et donc, il faut rester en contact avec ses ressources hein, pour que le problème ne prenne pas tout l'espace de la vie. Et en se protégeant de cette manière, eh bien, des fois, la situation, elle se dénoue et on trouve des solutions qui viennent éclairer la situation. Mais plus on s'acharne à vouloir régler des problèmes qui sont insolubles, et plus le problème se rigidifie. C'est-à-dire qu'il va se renforcer. Donc, se protéger soi-même et accepter la situation.
Ça, ce sont je récapitule. Donc, il y a euh, donc la stratégie de la solution, c'est la réalité extérieure que l'on va changer. On a un impact là-dessus. La perception, c'est la réalité intérieure, c'est notre manière de changer notre point de vue. Troisième, c'est le soutien social, être bien entouré. Le quatrième, c'est la protection, c'est on ne peut pas changer, je ne change pas la situation, hein, il n'y a pas de solution. Et donc, on accepte la situation et en attendant, eh bien, on se fait du bien en faisant attention à soi. Et ça, ce sont des stratégies aidantes pour résoudre, donc pour traverser donc des moments difficiles, pour aboutir à une résilience. Maintenant, il y a de la même manière qu'il y a des stratégies aidantes, il y a des stratégies à éviter, hein. Et si on a tendance à être dans ce genre de stratégie, il faut faire en sorte de sortir de ces stratégies qui ne sont pas du tout aidantes. Au contraire, ça va donc provoquer ce qu'on appelle des cercles vicieux. La première stratégie qui est limitante, hein, qui ne va pas aider à régler la situation, eh bien, c'est l'évitement. Quand on rencontre un problème qui nous dépasse et qui nous provoque une très forte émotion, eh bien, on évite de penser à la situation pour la résoudre, hein. Tout le monde est passé par là, on la met sous le tapis en quelque sorte, et on se dit que on n'y pense pas et que de toutes les manières, un jour, ça va se régler. Ou alors, je ne demande pas d'aide à mes amis ou des conseils. Un, comme exemple, je pourrais vous donner quand on rencontre des difficultés avec nos enfants et on peut se dire facilement, ben, ça va passer, il va grandir, ça va passer en grandissant. Et bon, ben, je ne demande pas de conseils, hein, parce qu'on se dit, bon, ben, c'est un enfant finalement. Et ça, c'est une stratégie d'évitement, mais c'est pas quelque chose qui va aider. C'est peut-être douloureux de penser à certaines situations, mais en évitant, on grossit le problème. Maintenant, une autre stratégie qui n'aide pas vraiment, eh bien, c'est je rumine, hein, d'accord? On amplifie la, la, la situation, hein, et on va commencer à ruminer, hein, en se dévalorisant. On, je- on évite de parler de la situation, on ne fait rien. Et on peut aussi critiquer, on peut rentrer dans des formes de dramatisation de la situation, ce qui ne va pas aider. Et la troisième, c'est ben, j'arrête de me faire du bien et par exemple, il m'arrive quelque chose de douloureux, eh bien, je me renferme complètement sur moi-même, je ne sors plus, je ne vois plus personne, je ne fais plus rien qui peut me faire du bien parce que je n'ai pas d'énergie et tout ça, donc ça mène à de l'isolement. Et l'isolement, ce sont des stratégies qui ne vont pas aider à la résilience. Donc, ces trois stratégies, hein, l'évitement, l'amplification et arrêter de se faire du bien et l'isolement, ce sont des stratégies qui n'aident pas à la résilience, bien au contraire, ça va donc emmener plus des, euh, des complications plus qu'autre chose et ça ne va pas régler le problème.
Donc, euh, on comprend ici donc la résilience, c'est la capacité donc à utiliser les stratégies et la bonne stratégie dans le bon contexte. Et la résilience, c'est aussi la capacité de recourir à des stratégies aidantes et face à des contextes difficiles. Et par exemple, je vous donne un exemple qui peut vous parler. Un élève qui a de mauvaises notes à l'école. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont ses stratégies? Donc, est-ce qu'il est en décrochage? Donc, s'il est en décrochage, il est dans l'évitement et dans l'arrêt. D'accord? C'est la question qu'il faut se poser. Ou il est dans la persévérance. Si il est dans l'évitement et dans l'arrêt, ce sont des stratégies qui vont être limitantes. Et si il est dans la persévérance, on voit que ce sont des stratégies aidantes. Et on sait que le soutien social, le fait d'être accroché à des amis à l'école, c'est un facteur protecteur parce que l'élève ne va pas décrocher à tous les endroits. Donc, alors, par contre, si l'élève qui est isolé dans une classe et qui a de mauvaises notes et qui n'a pas de ressources dans sa famille, donc c'est quelqu'un qui va décrocher car il n'a aucune ressource qui va l'aider à persévérer, à aller dans les bonnes stratégies. Donc, le travail qui est intéressant de faire, c'est que si vous avez des élèves en difficulté, il faut vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui le stresse, hein, voir quel est le stresseur, et qu'est-ce qui est difficile pour l'élève, et quelles sont les stratégies qu'il emploie et les ressources qu'il a en retour. Ça peut déjà aider l'enfant qui est en difficulté. Voilà, donc un- une, alors, si ça vous intéresse, euh, en ce qui concerne le soutien social, vous pouvez faire comme petit exercice qui est assez intéressant, c'est faire la liste des amis qui peuvent être aidants pour vous. Ce sont donc les personnes ressources dont on avait parlé dans le soutien social. Et pour chacune des personnes, vous pouvez noter, est-ce que ce sont des personnes qui peuvent vous donner des conseils, hein, ou alors un soutien émotionnel, ou alors des gens qui peuvent vous changer des idées. Donc, chaque personne est capable de donner ce qu'il est capable de donner. Donc, si vous faites cette liste d'amis et selon vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle est capable de vous donner? Est-ce qu'elle est capable de vous donner des conseils, un soutien émotionnel ou changer des idées ou alors tout simplement avoir une bonne écoute, hein. Parce que souvent, on peut attendre des amis des choses qu'ils ne sont pas capables de donner et ça provoque donc de la déception. Voilà. Ça, c'est voilà, voilà. Donc maintenant, oui. Alors pour les donc un autre petit exercice par rapport aux stratégies de coping. Essayez de faire une liste de quelques difficultés que vous avez rencontrées, des situations difficiles, et essayez de voir quelles sont les stratégies que vous avez employées pour que vous avez employées pour avoir de la résilience. Soit donc, comme on avait dit, trouver une solution, soit
soit changer de perception, soit se protéger, ou alors voir si vous êtes rentré dans des stratégies qui sont limitantes et auquel cas, eh bien, essayez de changer vos stratégies adaptatives et employer des stratégies aidantes. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, la deuxième partie, je vais parler maintenant de l'optimisme. Pourquoi l'optimisme? Parce que l'optimisme, comme on a vu dans la première partie, c'est un facteur de résilience qui est très important. C'est un des facteurs de protection qui va donc permettre la résilience. C'est quoi l'optimisme, hein? L'optimisme, ça va déjà être donné quand on est optimiste, hein. On va avoir une meilleure santé physique et mentale. Ça va nous permettre d'être persévérants, d'être dans la performance et bien entendu, ça va nous donner de la résilience. C'est quoi l'optimisme? Si je vous demande, par exemple, quelle est l'activité qui vous prend beaucoup de temps, alors ça peut être toutes les activités qu'on a à la maison, préparer le repas, s'occuper des enfants, travailler, etc. Mais il y a une activité à laquelle on ne pense pas, cette activité, c'est anticiper le futur. Eh bien, anticiper le futur, c'est une capacité qui est réservée à l'espèce humaine. Il n'y a que l'être humain qui est capable d'anticiper le futur. Et euh, anticiper le futur, c'est penser à des choses qui n'existent pas encore, c'est faire revivre, faire revenir des souvenirs. C'est une capacité qui est donc réservée aux êtres humains. Si je vous dis, par exemple, vous avez une tablette de chocolat dans, dans- dans votre imaginaire, vous allez vous imaginer une tablette de chocolat et dans cette tablette de chocolat, je peux vous proposer aussi de casser un carreau de chocolat et le mettre dans votre bouche. Tout ça dans votre imaginaire. D'accord? Donc, la capacité euh, de l'être humain, c'est penser à des choses qui n'existent pas encore et avoir un imaginaire. Et cette compétence humaine fait que on peut créer un futur et le travailler dans notre imaginaire alors qu'il n'existe pas. Parce que l'optimisme, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est l'anticipation du futur. Je vous donne une définition de l'optimisme, c'est s'attendre globalement à des issues positives, favorables à des événements futurs. Donc, si je reprends la définition, eh bien, tout d'abord, c'est une attente. Elle est comment? Elle est plutôt positive. D'accord? Je répète la définition, c'est s'attendre globalement à des issues positives, favorables à des événements futurs. Donc, c'est une attente, mais elle est plutôt positive. Être optimiste, c'est pas juste s'attendre une fois, c'est s'attendre globalement à des choses favorables dans le futur. Et ça, c'est une tendance. C'est avoir cette tendance à avoir globalement la vie de manière positive. Cette attente, hein, c'est des événements essentiellement agréables et positifs. Et ça, c'est la tendance que j'ai pour anticiper donc le futur. Eh bien, le pessimisme, qui est l'inverse de l'optimisme, eh bien, c'est aussi une attente qui est tournée vers le futur, toujours dans un style global, hein, c'est-à-dire globalement, hein, on voit le futur, mais
pour anticiper le futur, mais je m'attends à des événements négatifs et plutôt problématiques. Donc d'un côté, l'optimisme, c'est une tendance globale à avoir des événements positifs, et le pessimisme, c'est une tendance tournée toujours vers le futur pour anticiper, toujours global, hein, pour anticiper le futur, mais on s'attend donc à des événements négatifs et problématiques. Donc, euh, le- si on se pose la question, est-ce que l'être humain est optimiste? Eh bien, bon, les études montrent que l'être humain est plutôt optimiste. Si on pose la question à plusieurs personnes en leur demandant est-ce que vous pensez que vous allez, que Dieu préserve, tomber malade et tout, la plupart vont vous dire non. D'accord? L'être humain est relativement optimiste, et heureusement d'ailleurs. Donc, l'optimisme, c'est un trait de personnalité, c'est comment une personne fonctionne durablement dans sa vie. Mais ça peut être aussi un état à un moment donné. Si par exemple, je sors dans la rue et c'est un jour ensoleillé et que c'est le premier jour du printemps, eh bien, tout d'un coup, cet environnement agréable va me donner un état optimiste. Et je vais être de bonne humeur et je vais me dire, aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire et tout. Donc, c'est un état. Ça peut être soit une tendance, soit un état. Les avantages de l'optimisme, eh bien, ça va favoriser donc la santé mentale. Si par exemple, toujours cet exemple de personnes donc au chômage ou en difficulté, donc il y a deux scénarios possibles, hein. Le premier scénario, la personne est au chômage, elle ne retrouve pas de travail. Et la deuxième, eh bien, elle va trouver un meilleur travail et elle sera beaucoup plus épanouie. Donc ces deux personnes eh bien, vont imaginer donc des scénarios différents sur le futur. Et par rapport à ce comportement, donc, eh bien, si le comportement est optimiste, eh bien, elle aura un comportement optimiste. Et si elle a un scénario pessimiste, qu'elle ne retrouvera plus de travail, eh bien, son comportement va, en- va se, va se, va suivre. Donc, la première personne, celle qui est au chômage et qui pense qu'elle ne va pas trouver du travail, qu'est-ce qu'elle va faire? Son comportement, ce sera quoi? Ça va être de s'isoler. Elle va arrêter de chercher, elle va se sentir mal car elle pense que le futur est tout aussi nul que le présent. Donc déjà, elle a condamné le futur. Et donc, ça, c'est un comportement qui est pessimiste, mais un comportement qui est plutôt vers le négatif. La deuxième personne, hein, qui est optimiste, elle a de l'espoir, elle est aussi dans la même situation, elle va se préserver, elle va avoir des stratégies actives et son futur va correspondre à son imaginaire. Vous voyez, plus elle va développer des stratégies, ce sont les stratégies actives qui va faire que ça va se réaliser. Vous voyez, si elle reste isolée, son futur, eh bien, il sera exactement comme elle l'a imaginé. Vous voyez, donc le futur va influencer la santé mentale. Si j'imagine un scénario catastrophique, eh bien, je vais ressentir de l'abattement, un manque de motivation,
et bien entendu un besoin d'évitement de prendre le moindre risque. Je ne vais pas je ne vais pas passer à l'action, eh bien je vais rester dans l'inaction. Si le scénario sur le futur, eh bien ça va aussi influencer donc l'état émotionnel. Donc si je ne cherche pas de travail, que je suis dans l'abattement, eh ben, mon état émotionnel, il va être triste, découragé, et puis ce sont des émotions négatives. Et le comportement va être aussi un comportement qui sera négatif. Si je pense que je n'arriverai jamais à sortir du chômage et que je n'arriverai jamais à retrouver du travail, eh bien, je vais ressentir de l'impuissance, de l'abattement. Je vais abandonner, je vais me résigner et donc empêcher de créer un futur qui me correspond. Alors, je parle de chômage. euh, on, on peut le mettre aussi dans tous les domaines de vie. Hein. C'est pas simplement le chômage, c'est ce sont ce sont des difficultés qu'on rencontre. Maintenant, on parle d'optimisme, on- on a l'impression que l'optimisme, c'est bien, c'est super. Il faut être optimiste, hein, et c'est très important. Mais l'optimisme, il y a aussi des inconvénients, comme toutes les choses. Toutes les choses bien ont aussi des inconvénients. Par exemple, si vous êtes optimiste et que vous consommez de l'alcool, et ou que vous fumez beaucoup de cigarettes ou de l'alcool au volant, et vous vous dites, bon, c'est bon, j'aurai aucun souci, aucune maladie, aucun accident. Donc, effectivement, le monsieur, il est très optimiste hein, parce qu'il voit tout de manière positive. Mais peut-être là, c'est pas le bon endroit parce que c'est pas le moment d'être optimiste. Hein, parce que si vous avez un accident, ben, votre évaluation, elle est fausse. Donc, vous risquez votre vie, vous risquez des maladies graves. Et ici, on sent que l'optimisme peut avoir une fonction de déni. Donc attention à l'optimisme, bisounours, tout est bien dans le meilleur des mondes. Il faut, on doit regarder le problème ou la gravité. Dans une entreprise, suivant la fonction que l'on a, si on est trop optimiste, on peut passer à côté des risques que l'on ne veut pas voir. Hein. Si une personne elle est pessimiste, c'est elle qui va alerter donc les dangers d'un contrat ou les dangers. Parce que la personne elle est pessimiste, elle va être focalisée sur tous les dangers, elle sera beaucoup plus méfiante. Maintenant, il y a aussi un deuxième exemple, c'est pour les jeux d'argent. Les jeux d'argent qui dans les jeux d'argent, on ne prend pas en compte les risques financiers. Ici, être optimiste, c'est un risque important. Euh, Martin Seligman, c'est un psychologue, il dit être optimiste, c'est problématique lorsque l'erreur peut être coûteuse. Et là, il vaut mieux être prudent. Donc, il vaut mieux ne pas imaginer que cela va très bien se passer. Par contre, dans les situations où l'erreur n'est pas grave, il vaut mieux agir, vaut mieux être optimiste. Si vous voulez expérimenter quelque chose et pas beaucoup de risques, donc on peut le faire parce que c'est adaptatif. Donc l'optimisme, c'est bien, mais il faut faire quand même attention à cet optimisme béat, hein, qui est en quelque sorte, et bien voir les risques des situations. Maintenant, je vais vous donner quelques
petit conseil donc pour justement développer votre optimisme. Donc déjà, la première chose, c'est choisir la voie de l'optimisme de façon consciente. Ça veut dire savoir que l'optimisme, c'est quelque chose de très important et, euh, et développer cette notion d'optimisme à l'intérieur de vous. La deuxième chose, c'est que quelqu'un qui est optimiste, il est toujours bien ancré sur lui-même, hein, il est bien positionné. Quelqu'un qui est optimiste, il va marcher droit, d'accord? Il va être bien redressé, il va savoir exactement, il a une confiance en lui, il va être bien dans sa peau. Donc, quand il va marcher, il va avoir déjà une posture qui est très droite et très redressée. Et il va sourire, il va être ouvert à tout le monde. Et déjà, la posture physique va influencer l'émotion, c'est-à-dire cette force qui est l'optimisme. Et quand on voit une personne qui marche comme ça dans la rue, on se dit, waouh, elle est vraiment, on sent qu'elle a une énergie positive. La troisième, c'est vivre au présent, ne pas se laisser envahir par le passé et affoler par le futur. Et effectivement, donc la pleine conscience, c'est quoi? C'est vivre dans le présent, savoir qu'on est ici et maintenant. Ça, c'est le principe de la pleine conscience. Le passé, eh bien, c'est le passé. Le passé, on ne peut pas le changer, mais il faut savoir quoi en faire. Donc, ne pas penser qu'au passé, hein, et ne pas justement être effrayé par le futur qui arrive, avoir confiance en l'avenir, être confiance en la vie, hein, elle a toujours de très bonnes surprises, et avoir confiance en Dieu surtout. Ne pas se disperser, hein, savoir quand on se sent un petit peu perdu, se recentrer sur soi-même et vivre les choses au présent et petit à petit, pas après pas, et on arrive à résoudre beaucoup de problèmes à ce moment-là. Ensuite, une autre petite chose intéressante, c'est lister tout ce qui est positif dans les 8 domaines de la vie. Vous prenez une roue, ce qu'on appelle la roue de la vie, avec les 8 domaines de vie. Alors, je vous les énumère, c'est le travail, c'est la famille, c'est les enfants, le couple, les loisirs, la santé, les relations, la spiritualité, les relations sociales, hein, la spiritualité. Et vous écrivez dans chacun des domaines quelques petites choses positives. Et vous allez vous rendre compte que même quand tout va mal, eh bien qu'il y a énormément de choses positives dans vos domaines de vie. Ne serait-ce une toute petite chose. Si vous réussissez un gâteau, si quelqu'un vous sourit dans la rue, ça c'est quelque chose de positif. Mais pour ça, il faut aller les dénicher, toutes ces petites choses-là. Et plus vous allez aiguiser votre regard et vos sens sur les choses positives, et plus vous allez développer votre côté optimiste. Ensuite, la cinquième, c'est écrire les qualités, les capacités euh, qui vous ont sorti de difficultés. D'accord? Et ça va développer vos forces. Et plus vous allez développer vos forces, et plus vous allez devenir optimiste. Être optimiste, c'est connaître ses forces et savoir lesquelles sont dominantes chez nous et donc lesquelles on va donc employer pour sortir des difficultés. Donc connaître ses qualités et ses capacités. Ensuite, éviter les ruminations, hein. Tout le monde sait que les ruminations, ce sont des cercles vicieux. Donc, comment éviter de ruminer? Eh bien, quand on se rend compte qu'on est en train de ruminer, eh bien, faire surgir à l'esprit tout ce qui est positif, toutes les choses positives que l'on a vécues. Et ça chasse très largement et très rapidement les ruminations.
Maintenant, encore aussi autre chose, c'est apprendre à lire des livres qui sont optimistes. Si on lit des livres qui sont tristes, qui sont anxiogènes et tout, ça va pas favoriser notre optimisme. Au contraire, surtout si on est dans une période difficile, une période fragile, eh bien, ça va pas favoriser notre optimisme. Pareil pour les médias, les réseaux sociaux, etc. Éviter d'être submergé par les informations, qui sont toujours des informations un peu difficiles. En sélectionner quelques-uns, mais ne pas être du matin jusqu'au soir à écouter des informations. Et puis, vous faire plaisir, écouter de la musique, peinture, parler de choses positives. Euh, Rencontrer des personnes positives, ça c'est aussi important. Tout le monde dans sa vie rencontre des personnes positives et aussi des personnes négatives. C'est quoi des personnes négatives? Ce sont des gens qui sont justement tellement pessimistes qui vous transmettent leur pessimisme parce que c'est contagieux. De la même manière que le rire est contagieux, la mauvaise humeur, elle est aussi contagieuse. Les émotions sont contagieuses. Donc, si vous rencontrez des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer, toujours en train de râler en quelque sorte, gentiment, ben, vous pouvez pas la changer, ça c'est sûr, mais vous pouvez changer d'interlocuteur pour vous protéger, pour vous protéger. Évitez de critiquer, parce que la critique, c'est aussi une émotion négative et que plus on critique et plus on a envie de critiquer, et que c'est quelque chose qui emmène du ressentiment, la critique, et c'est quelque chose qui ne va pas favoriser l'optimisme. Et le dernier, je reviens encore là-dessus, c'est la gratitude, hein. La gratitude, c'est, alors, on sait qu'on fait Modiani le matin, d'accord, mais il y a aussi cette gratitude envers la vie, envers les petites choses que l'on a et qu'on voudrait garder, les bonnes choses que l'on a, qu'on voudrait garder et qu'on en voudrait encore avoir de bons enfants, avoir toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Eh bien, ça, la gratitude, c'est quelque chose qui va donc développer notre optimisme. Maintenant, ça, ce sont les petites clés que je vous donne pour développer votre optimisme. Et je vais terminer sur quelque chose aussi on va pas les mettre de côté quand même, sur les enfants. D'accord? Alors, on a parlé de l'optimisme. Alors, comment on devient? On dit que c'était une tendance, mais est-ce qu'on est optimiste? Et comment ça se fait qu'on devient optimiste et qu'on est optimiste? Eh bien, on devient optimiste quand on peut naître optimiste, mais on sait très bien qu'on est optimiste si nos parents ont été optimistes, si on a développé dans notre environnement des pensées positives, des pensées optimistes, si un enfant il vit avec des parents optimistes, il deviendra automatiquement optimiste. Si un enfant il vit dans un milieu nerveux, hein, où il y a des conflits, etc., c'est très peu probable qu'il devienne optimiste. Donc, plus vous, adulte, vous allez être optimiste, plus votre enfant donc va cultiver donc cette notion d'optimisme. Maintenant, comment apprendre l'optimisme aux enfants? Il leur quelques petits conseils. Je reviens encore à la gratitude parce que c'est quand même quelque chose de très important. Et la gratitude, ça se développe dès le plus jeune âge. Euh,
Et ça va développer un état d'esprit très optimiste chez les enfants. Donc, essayez de leur procurer donc un petit carnet de gratitude et instaurer un petit rituel avec lui chaque jour. Alors, ça peut être à table, au dîner. C'est très faisable, hein. Ça demande quelques minutes. Et lui demander qu'il exprime ou demander à tour de rôle à vos enfants de, d'être reconnaissant sur des petites choses positives dans la vie. D'accord? Ou alors, vous pouvez le faire aussi au moment du coucher. Qu'est-ce que tu trouves de bien? Qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as trouvé de bien que tu as vécu aujourd'hui et pour lesquels tu peux demander, peut dire merci. Donc l'enfant va chercher, hein, c'est aussi un exercice qu'on peut faire aussi avec les adultes. Et ça peut être, ben, la maîtresse, elle m'a donné, elle m'a demandé de venir au tableau. Ça peut être des petites choses. Et plus l'enfant va faire cet exercice, parce que ça est un rituel, ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète, et pour que ça s'installe, il faut que ça se répète, hein, que ce soit un rituel. Et plus l'enfant va avoir une banque de choses, hein, de choses positives. Il aura un compte en banque très riche. D'accord? Donc à chaque fois qu'il aura un coup de mou, eh bien, il va se rappeler qu'il a fait qu'il a eu des choses positives. Et ça va donc développer son côté positif. Maintenant, une autre chose, c'est euh, quand votre enfant il a tendance à se plaindre ou à ressentir des émotions négatives et que la situation n'est pas comme il voudrait. Donc, il va commencer à avoir une tendance donc pessimiste en disant, ouais, de toute manière, euh, je, je suis nulle, personne ne m'aime, tout le monde se moque de moi, etc. Donc, de la même manière que vous corrigez vos enfants quand ils font une petite faute ils parlent mal ou ils disent quelque chose de pas bien, eh bien, rectifiez son langage. Si par exemple, votre enfant il dit de toute façon, je suis nul, je n'y arriverai jamais, eh bien, changez la phrase vous-même jusqu'à ce qu'elle soit complètement imprégnée dans le cerveau de votre enfant et dites-lui, au lieu de dire je suis nul, dites je n'ai pas encore le niveau que j'espère avoir. D'accord? et, et au fur et à mesure, l'enfant va savoir qu'on ne dit pas je suis nul, mais dire je n'ai pas encore le niveau que j'espère avoir. Ou alors, tout le monde se moque de moi. Alors, tout le monde se moque de moi, c'est une généralité. Tout le monde, lui faire comprendre que le petit camarade qui s'est moqué de lui, c'est pas le monde entier. Donc, vous pouvez lui dire, certaines personnes se moquent de toi, mais il y en a plein d'autres qui t'aiment et sur lesquels tu peux te concentrer. Ça, c'est très important. D'accord? Ça n'arrive qu'à moi. Ça, ce sont des petits exemples, hein. Alors, ça aussi, hein, ça n'arrive qu'à moi, ben, ça arrive à beaucoup de monde, hein. Il faut qu'il apprenne à se concentrer sur les prochaines fois où la situation, elle sera différente, etc., etc. Donc, en fait, en tant qu'adulte, ça vous demande d'écouter vos enfants, le vocabulaire qu'il emploie et les phrases qu'il emploie. Est-ce que ce sont des phrases qui vont l'aider ou des phrases qui vont justement développer l'optimisme ou le pessimisme? Maintenant, un dernier petit exercice qui est très sympathique, qui s'appelle les 5 fois où. Alors, ça peut être un exercice qui est comme un jeu. Vous demandez et ça va aider votre enfant à changer son état d'esprit, hein.
Vous demandez à votre enfant 5 fois où il a vraiment eu de la chance dans une situation donnée, euh, passer un moment génial avec ses copains ou ses copines. 5 fois. Donc l'enfant va énumérer 5 fois donc, où il a eu vraiment de la chance. Où il a eu de la chance. La deuxième fois, la deuxième chose, qui doit essayer de chercher 5 fois où il a réalisé quelque chose tout seul et dont il était fier. Donc, il va énumérer 5 fois. Ça se fait pas, tout ça, ça ne se fait pas en une seule fois, bien sûr. C'est chaque jour, vous prenez un thème et il doit énumérer 5 fois où. 5 fois où il n'a pas réalisé quelque chose de parfait, mais qui a quand même satisfait. Par exemple, il a construit un Lego, c'était pas super, mais il était quand même fier parce que il a terminé le jeu. 5 fois tenter de faire des efforts pour s'améliorer. 5 fois où il a eu confiance en lui et ça a apporté ses fruits. Donc tout ça, ce sont des petits jeux hein, qui vont développer son optimisme et petit à petit, l'enfant va être habitué à développer que des pensées positives. Bien entendu, ça ne se fait pas en un seul jour parce que ça, c'est une éducation, hein, et plus on le répète, plus ça devient un, un rituel et plus ça va s'installer dans le cerveau des enfants. Quand votre enfant a une pensée négative, hein, il faut essayer de lui poser la question qu'est-ce que cela te fait ressentir et comment tu voudrais te sentir et qu'est-ce qu'on pourrait faire donc pour arriver à que tu te sentes comme tu as envie de te sentir. Ça, essayez de lui poser des questions sur ses émotions. Et tout ça, ça va être une aide à développer son optimisme. Voilà, bah écoutez, merci de votre écoute. Et puis si vous avez des questions, je suis là, je peux vous répondre dans, dans... Merci beaucoup, Nicole. Je ne peux pas mettre la caméra, mais je voulais vraiment te remercier toutes les participantes et merci infiniment. Si vous voulez poser des questions en direct à Nicole, je réactive les micros. Alors, voilà. Je pense que vous avez les micros ouverts. Dites-moi si, voilà, c'est bon. Si vous avez... Bonsoir Nicole, j'ai posé une question sur le groupe. Oui, Donc, bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas vu, je ne vois rien, je vois un écran noir, moi. ah bon, ben voilà. Ah, pose Et ta question. c'est parce que voilà, c'est pas un divorce pas facile où on m'a pris mes enfants, m'a passé pour folle. Et grâce à Dieu, je travaille, j'ai des amis